Je voudrais, pour l'heure, qu'on explore les coulisses de la bataille de Bakhmout. Parce que vous entendez beaucoup de choses sur la signification de cette bataille, et en particulier sur les clans qui s'affrontent à Moscou. Et tout ça peut paraître un peu obscur. Eh bien, ce soir, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Wagner et Prigojine jouent-ils vraiment leur peau dans cette bataille? L'armée russe veut-elle leur perte? La zizanie à Moscou peut-elle faire perdre la guerre à la Russie? Vous allez voir sous vos yeux toutes les pièces du puzzle se rassembler. Parce qu'encore une fois, depuis des semaines et des semaines, tout cela paraît compliqué. Au fil des déclarations de Prigojine, qui va dans un sens, qui va dans l'autre sens, on n'y comprend pas grand-chose. Est-il oui ou non l'ami, l'ennemi de l'armée russe, l'ami, l'ennemi de Poutine? Toutes ces pièces, on va les rassembler, et tout cela forme une histoire limpide qui va maintenant s'inscrire sous vos yeux. Voici les indispensables avec Justine Veil. Avec Justine Fraissinet. Vous voyez la synthèse d'un travail d'équipe. Et c'est pas Fanny Veil, c'est Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors le premier acte, vous le situez au mois d'octobre dernier. Oui, premier chapitre que l'on baptisera le contrat. Fin octobre, la Russie est dans une forme d'impasse. Le mois précédent, elle a perdu une première bataille, celle du nord, celle de la région de Kharkiv. Pour renverser la vapeur, Poutine désigne un nouvel homme pour mener l'opération militaire spéciale, le général Sergueï Sourovikine, 56 ans. On le surnomme général Armageddon, et il propose à ce moment-là un contrat à Vladimir Poutine dans la perspective d'une deuxième défaite jugée inéluctable, celle de Kherson. Eh bien, il promet, en échange d'un retrait des troupes russes pour éviter un massacre, il offrira à Vladimir Poutine une victoire aux yeux du monde. Et cette victoire, ce sera celle de Bakhmout, cette petite ville du Donbass. Sourovikine évoque alors un plan. Et cette victoire, il l'obtiendra en confiant l'offensive à l'un de ses proches, Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Pourquoi? Eh bien parce que Wagner, contrairement à l'armée régulière russe, est prête à sacrifier des hommes, beaucoup d'hommes pour arracher cette ville. C'est donc le début de la guerre privée de Prigojine. Pour cela, sa milice Wagner obtient un feu vert général pour le recrutement de dizaines de milliers de détenus dans les prisons russes. Evgeny Prigojine, qui se trouve ici, s'en charge même personnellement. Ce sont ces fameuses images où on le voit presque toutes les semaines haranguer les hommes dans des colonies pénitentiaires. Deux personnages à ce moment-là sont sur la touche, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et Valéry Gerasimov, le chef d'état-major. Ils ont échoué 6 mois plus tôt à prendre Kiev. Ils ont aussi échoué face à la contre-offensive ukrainienne, et ils font désormais profil bas. Donc les choses sont claires à ce moment-là, une forme d'alliance, c'est peut-être beaucoup dire, mais une forme de coopération Sourovikine-Prigojine, avec ce contrat. Le deuxième temps, ce sont les premiers orages. Oui, parce que la victoire promise à Bakhmout ne vient pas. Malgré des pertes massives, Prigojine n'y arrive pas. Et à ce moment-là, un sentiment de revanche monte dans l'armée régulière russe. Et il va éclater au grand jour, précisément le 12 janvier. Ce jour-là, après 2 mois d'âpres combats dans la région, Prigojine annonce, je cite, la libération par ses troupes du village de Soledar à quelques kilomètres au nord de Bakhmout. On se souvient notamment de cette image, ce drapeau de Wagner brandi dans le village. À ce moment-là, on s'attend donc à ce que Moscou le félicite. Eh bien, pas du tout, c'est même une gifle. Il ne faut pas se presser, regardez, attendons les déclarations officielles. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Énorme claque pour Prigojine qui est désavoué publiquement. Le lendemain, l'armée russe envoie ses parachutistes et à ce moment-là s'attribuent les lauriers. La prise de Soledar a été rendue possible par le bombardement constant de l'ennemi par l'aviation et l'artillerie des forces russes, indique l'état-major. Ce jour-là, Sourovikine, l'ami de Prigojine, est remercié. Gerasimov le remplace. L'armée reprend les choses en main et ne laissera rien passer à Prigojine. Elle tient sa revanche. Effectivement, c'est un vrai roman vrai. Troisième épisode, il y a une dizaine de jours, la crise ouverte.
Oui, exactement. On peut parler de crise ouverte. Cela fait maintenant des mois qu'Evgeny Prigojine se casse les dents pour Bakhmout. Et depuis ce fameux 13 janvier, l'armée russe lui mène la vie dure. Le chef de Wagner décide donc de sortir du bois et de frapper un grand coup. Il s'adresse directement au chef de l'armée. C'est cette fameuse diatribe qui restera comme un moment clé de cette guerre du Donbass, où il évoque même une trahison de l'armée. Écoutez. Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Prigojine obtient alors un répit. 3 jours plus tard, le robinet à munitions s'entrouvre. Prigojine va même remercier à ce moment-là ceux qui aident ses troupes. Mais quelques jours plus tard, il réitère son appel. Visiblement, l'armée russe joue avec ses nerfs et elle ne fait rien pour lui apporter une aide décisive. Et on en arrive à la situation d'aujourd'hui qu'on pourrait appeler le moment de vérité pour Bakhmout et pour Wagner et Prigojine. Exactement, on peut dire que ça sera quitte ou double pour Wagner et Prigojine parce que l'armée russe n'espère pas sa victoire, mais justement sa défaite. Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov dépensent délibérément les forces de Wagner à Bakhmout dans le but d'affaiblir Prigojine et de faire dérailler ses ambitions d'une plus grande influence. C'est l'Institut pour l'étude de la guerre qui l'écrit. Prigojine, depuis plusieurs semaines, ne peut plus recruter dans les prisons. Il est vrai qu'il a sans doute épuisé les possibilités, mais il manque aussi cruellement de munitions. Et donc, c'est ce qui fait dire à l'ISW que Vladimir Poutine et le ministère de la Défense russe pourraient utiliser Prigojine comme bouc émissaire à Bakhmout. Poutine utilisera probablement les pertes de Wagner, le mauvais moral et les crimes de guerre pour éviter ce genre de problème aux forces armées russes. Merci Justine, c'est passionnant parce que quand on remet tout dans l'ordre, on comprend effectivement les coulisses, les soubassements de cette bataille de Bakhmout. Pas tellement de son impact militaire, de l'impact militaire qu'elle peut avoir, on n'arrête pas de dire qu'il est très limité, mais de son impact politique, de ce qui se joue dans la coulisse. Elena, vous suivez ça de très près. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce récit ? Tout à fait. C'est une très très bonne synthèse, pas évidente effectivement à faire. Moi, il me vient à l'idée, l'idée à moitié en plaisantant aujourd'hui de dire que Alexei Navalny en prison, Yevgeny Prigojine, c'est l'opposant numéro 1 en Russie, parce que c'est le seul, véritablement le seul, que l'on entend émettre une quelconque critique contre les forces armées, en sachant que c'est puni par la loi, par une loi qui vaut jusqu'à 15 ans de prison pour le discrédit de l'armée russe. L'opposant numéro 1. Et en sachant qu'en plus, il a fait voter, il est à l'initiative d'une loi qui a été votée aujourd'hui et qui interdit aussi le discrédit de toutes les forces combattantes en Ukraine, pas seulement l'armée russe, donc c'est-à-dire aussi y compris ses hommes. Et pour l'anecdote, il avait demandé à Vyacheslav Volodine, le chef de la Douma, d'exclure de cette loi le commandement, parce qu'il ne voudrait pas être puni en fonction de sa propre loi pour critiquer le commandement de l'armée russe, et que tout ceci, il est le seul à dire ce genre de choses. Maintenant, on note aussi une chose, si on veut être plus sérieux, c'est que c'est cette fameuse troïka que vous avez montrée à l'image, c'est-à-dire Prigojine, Shoïgu, Gerasimov. Jamais et à aucun moment encore, Yevgeny Prigojine n'a critiqué ouvertement Vladimir Poutine. Ça, c'est un exercice vertical qui est absolument interdit en Russie. Et en ce sens, sa critique des commandants sert même quelque part cette verticale du pouvoir, en sachant qu'en Russie, on est exactement dans cet exercice-là du transfert de responsabilité en permanence, y compris à l'époque civile, lorsque Vladimir Poutine fait tous les ans sa ligne directe avec les citoyens, où c'est le cahier des doléances de toute la Russie, lorsqu'ils font remonter au chef les caniveaux qui débordent dans telle région, et que le gouverneur ensuite est destitué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Les Russes le savent, dans le civil comme dans le militaire, mais il faut un transfert de responsabilité. On sait que Vladimir Poutine était sacrément fâché après les défaites, non seulement dans la région de Kiev, puis à Kherson. On ne voit absolument plus Sourovikine. Donc Vladimir Poutine peut aussi très bien être complètement en froid avec le commandement en chef des armées. Et en ce sens, en tout cas, il a 2 œufs dans le même panier. Exactement. Et en ce sens, vers qui son cœur balance-t-il ? Est-ce vers Yevgeny Prigojine ou est-ce que c'est vers ses généraux ? Et là, on n'a pour le moment pas la réponse. Mais le fait qu'il y ait ce conflit un degré en dessous, si vous voulez, du chef, parce que Vladimir Poutine est toujours au-dessus de tout ça, quelque part, finalement, cela ne dessert pas complètement le régime. Est-ce qu'on peut dire que Bakhmout, c'est un quitte ou double pour Wagner, Isabelle ?
Oui, alors il y a le côté militaire, mais il y a aussi le côté politique. C'est-à-dire que visiblement, Evgeny Prigojine caresse des ambitions politiques, et si ce n'est à Moscou, au moins depuis 48 heures, en tout cas le dit-il, en Ukraine. C'est-à-dire qu'il a proposé ouvertement de prendre la suite de Volodymyr Zelensky. Ça, c'était une blague. Alors, c'est très gonflé, c'est une blague, mais en même temps, ça veut dire des choses. Parce que, quelle est la politique de Vladimir Poutine dans la région ? C'est de, maintenir les républiques de la région dans le giron russe, si possible en installant une marionnette. Quand ça ne suffit pas, on mange un petit bout de territoire, et quand ça ne suffit pas du tout, on fait la guerre et une invasion à l'Ukraine. Et la Géorgie, aujourd'hui, elle végète dans une espèce de zone grise parce qu'il y a une marionnette pour la faire végéter. Ça a été le cas de l'Ukraine jusqu'en 2014. Donc en même temps, c'est une représentation du fonctionnement politique impérial du Kremlin vis-à-vis des... Donc je trouve ça quand même intéressant qu'ils le disent. Alors après, qui tout double, oui et non. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on annonce la chute imminente de Barmout. Elle n'a toujours pas lieu. Elle n'a toujours pas eu lieu. Donc je crois qu'il faut vraiment attendre. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que s'il échoue à prendre Bakhmout, alors s'il échoue, il faut peut-être plus écarter cette hypothèse. Oui, mais alors le jeu du pouvoir à Moscou est tellement compliqué qu'on peut. Je veux dire, c'est vrai que, comme le disait Elena, Vladimir Poutine a toujours eu un rôle de. Oui, mais là, Shoigu et Gerasimov s'en donneront à cœur joie pour le jeter au lion. Dès qu'une tête dépasse, Vladimir Poutine l'a fait rentrer sous terre pour surtout que personne ne lui fasse pas d'ombre. Bon, s'il perd Barmout, effectivement, en tout cas, l'analyse qui est faite à l'état-major ukrainien et dans certains milieux politiques ukrainiens, c'est de dire que Prigojine et Wagner sont morts. C'est comme ça qu'ils l'analysent. Que Vladimir Poutine est en train de tuer Wagner et que Barmout sera le tombeau de Wagner et de Prigojine si ils perdent à Barmout. Maintenant, ça, c'est les Ukrainiens qui le disent. C'est pas... Oui. Non, mais ça paraît vraisemblable. Quand on relit toute l'histoire, je pense qu'on avait tous oublié, enfin, nous, les profanes, on avait oublié Sourovikine. On avait oublié le contrat qui avait été passé. On avait oublié tout ça et la vengeance, enfin, la revanche, plus exactement, de Shoigu et de Gerasimov, c'est-à-dire de l'armée régulière qui ne rêve que de voir Wagner et Prigojine qui bénéficie de l'indulgence du président, trébucher à Bakhmout et s'effondrer à Bakhmout une bonne fois pour toutes. Oui, mais en même temps, ça les aide, puisque pour l'instant, c'est des soldats de Wagner, enfin, c'est des hommes de Wagner, plus exactement, qui meurent à Bakhmout beaucoup plus que les soldats de l'armée russe. Et donc, en fait, en même temps, c'est eux qui mènent la guerre. Et j'allais dire, pendant ce temps-là, effectivement, derrière l'armée plus conventionnelle, elle se prépare, se renforce, s'entraîne avant elle-même d'engager le combat. Même s'il n'y a pas que Wagner à Bakhmout, il y a aussi, je crois, des troupes parachutistes russes. Donc, ça, à la fois, ça les arrange, mais c'est vrai qu'après, c'est au niveau politique. Et Prigojine, de fait, n'a jamais critiqué Poutine. Il critique les militaires, et je pense qu'effectivement, des moments, quand il réclame des munitions, il avait sans doute plus assez de munitions que les autres devaient lui refuser en disant continue à combattre, t'en as assez pour se battre, et du coup perd des hommes. Mais en fait, en perdant ces hommes, en fait, c'est une milice privée qui va finir très très réduite à la fin de cette bataille de Bakhmout. Et l'armée, elle, s'en sortira pas indemne, parce que vous avez raison, il y a aussi des militaires. Parce que en tout cas, elle aura trouvé un bouc émissaire. Personne n'a pris Barmout. Elle est engagée ni Wagner, ni l'armée. Elle est engagée à Barmout aussi, l'armée. Il n'y a pas que Wagner. Il y a des forces spéciales. À Barmout, hein. Et en fait, à Barmout, il y a deux batailles. Il y a une bataille entre les Ukrainiens et les Russes, que les Russes ne gagnent pas depuis le 1er août. Quand même, il faut imaginer, c'est tout petit, Barmout, et ils ne gagnent pas cette bataille. Et donc, ça déclenche une autre bataille chez les Russes, entre Wagner et l'armée, pour se renvoyer la responsabilité de l'échec. C'est tout bénéfice pour l'Ukraine. Alors, évidemment que c'est tout bénéfice. Mais parce militaire et politique. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi quand vous êtes en train de gagner la guerre, vous ne vous divisez pas. C'est parce que les Russes perdent la bataille de Bakhmout qu'ils se divisent. C'est ça qui crée la tension. Si ils avaient eu la victoire, l'affaire serait réglée. Wagner aurait pris Bakhmout, mais Bakhmout,
tout le monde s'en moquerait parce que c'est rien, Bakhmout. Et l'armée russe aurait continué des opérations ailleurs. On aurait dit, oui, bon, Wagner a pris Bakhmout, c'est bien. Et puis, mais c'est parce qu'ils perdent les Russes ensemble, l'armée et Wagner, qu'ils se divisent. C'est un symptôme de défaite qu'on voit là. Oui. C'est pas du tout... Pas, enfin, on les sentait rivaux dès le départ. Quand Sourovikine, qui est quand même un proche de Prigojine, est nommé, de toute évidence... On pouvait imaginer, et on l'a imaginé, qu'à partir de novembre... non, déjà, en avril... Dès le mois d'avril, mars-avril, les Russes disent, bon, on arrête, on va se concentrer sur le Donbass. Ça marche pas vraiment bien, ils arrivent à prendre un peu autour de Sévierodonetsk. Bon, voilà. Depuis le mois de juillet, ils ne progressent de 10 km par-ci. Oui, ils n'ont pas réussi eux non plus. Ils ne gagnent pas la guerre. Voilà. Ils ne parviennent pas à avancer de manière suffisamment importante pour dire on en remporte une victoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de mois avec des pertes considérables? Eh bien, ils se bouffent le nez entre eux. Pour être trivial. Et c'est un comportement normal d'une armée qui ne parvient pas à remporter une bataille. Bien. Le moment est venu. Vous vouliez rajouter quelque chose, Elena? Non, je voulais juste dire qu'il n'y avait pas forcément de rivalité dès le départ, parce qu'il ne faut pas oublier que Wagner, au départ, n'opère que par les moyens du ministère russe de la Défense. C'est-à-dire que leur base d'entraînement principale à Molkino, c'est sur une base du ministère russe de la Défense. Les acheminements, la logistique se fait par le ministère russe de la Défense. Donc c'est une société qui, à l'origine, même si justement Vladimir Poutine disait toujours, mais elle n'est absolument pas liée à l'État russe, juste après qu'ils ne disent qu'elle n'existe tout simplement pas. En fait, si, parce que c'est purement une société qui travaillait avec le ministère de la Défense. Donc ces rivalités, elles sont venues au fur et à mesure. Il ne faut effectivement pas faire le transfert de rivalité vers Prigojine vs Poutine. Ça se passe un cran en dessous. Maintenant, la crainte aujourd'hui, et il a déjà été question par le passé, on l'a vu avec les Wagner Files, de faire fermer l'usine Wagner. La crainte aujourd'hui, c'est que la bête n'échappe quelque part à son créateur, qui est le ministère russe de la Défense.